Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo dans laquelle je vais essayer de vous parler toujours de la communication nerveuse. Bien sûr, après avoir parlé de la communication hormonale qui est assurée par des hormones sécrétées par des glandes et qui agissent sur des cellules cibles. Maintenant, on parle de la communication hormonale et de la communication nerveuse. D'accord? Alors, nous avons parlé la dernière fois de la première, parce que la cellule nerveuse se caractérise par deux propriétés qui sont inséparables. Donc la première, c'est l'excitabilité, et la deuxième, c'est la conductibilité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'excitabilité? L'excitabilité de la cellule nerveuse, c'est la capacité de la cellule à recevoir un stimulus, une excitation, une stimulation efficace, et bien sûr d'en donner une réponse à cette stimulation. D'accord? Recevoir une stimulation et bien sûr répondre à cette stimulation et produire bien sûr un potentiel d'action. C'est ça l'excitabilité. Recevoir un stimulus et produire un potentiel d'action qui est un influx nerveux qui va se propager le long de la fibre nerveuse. Et la propagation de l'influx nerveux ou du message nerveux le long de la fibre nerveuse, c'est une deuxième propriété de la cellule nerveuse ou de la fibre nerveuse qu'on appelle la conductibilité. Bien sûr, la communication via le système nerveux est assurée par un réseau de ce qu'on appelle un réseau anatomique de fibres nerveuses qui sont appelées, donc soit on l'appelle fibre nerveuse, soit on l'appelle neurone. D'accord? Donc la communication via le système nerveux est assurée par un réseau anatomique de fibres nerveuses ou appelé aussi des neurones qui sont tantôt des dendrites, tantôt des axones, parce qu'une cellule nerveuse est composée ou constituée des éléments suivants. Donc ça, on l'a vu en troisième année. Donc une cellule nerveuse est formée de trois parties essentielles. Donc ça, ce qu'on appelle le corps cellulaire. Le corps cellulaire. Et là, ça s'appelle l'axone. Et une terminaison axonale, on l'appelle aussi l'arborisation terminale. Arborisation terminale. Donc la conductibilité est assurée soit par l'axone, donc c'est l'axone qui va assurer la conduction et le transfert de l'influx nerveux depuis le corps cellulaire jusqu'aux terminaisons axonales, soit est assurée par ce qu'on appelle des prolongements cytoplasmiques qui sont on appelle des dendrites. Parce que la communication n'est pas toujours une communication entre les cellules nerveuses et les autres cellules de l'organisme. Elle peut aussi être une communication entre deux cellules nerveuses. Par exemple, une autre cellule qui peut communiquer avec une autre cellule là, via ce qu'on appelle un synapse. Donc là, nous avons un synapse. Donc c'est une communication entre deux cellules nerveuses. Et cette communication est entre les dendrites. Ou une communication entre l'axone et dendrite. Ou entre l'axone et une autre cellule, par exemple, une fibre musculaire. On appelle la cellule musculaire. D'accord? Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de ce potentiel d'action, et bien sûr qui est toujours représenté sous cette forme-là. D'accord? Un potentiel d'action, c'est ce qu'on appelle ça, c'est un potentiel d'action, potentiel d'action, ou on appelle un message, c'est un message nerveux. Donc un potentiel d'action, c'est un signal élémentaire d'un message nerveux. Donc ça, c'est un potentiel d'action. Et bien sûr, en réalité, le message nerveux est un ensemble de potentiels d'action. Il n'y a pas un seul potentiel, mais en réalité, on trouve plusieurs potentiels d'action qui sont comme ça. Bien sûr, qui ont la même amplitude,
D'accord? La même chose donc. Et ainsi de suite. Alors, supposons ici, j'ai combien de potentiels d'action? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, chaque potentiel d'action, c'est un signal élémentaire de ce qu'on appelle un message nerveux. Ça, c'est un message nerveux. Un message nerveux qui est représenté ici par 4 potentiels d'action. Supposons que ce message nerveux se réalise en 0,1 milliseconde, donc 0,1 seconde, pardon, 0,1 seconde. Donc, en 1 seconde, on va avoir combien de potentiels d'action? En 1 seconde, on va avoir presque 40 potentiels d'action. Donc, on va avoir 40 potentiels d'action par seconde. Ça s'appelle la fréquence du message nerveux. Parce que chaque message nerveux est codé et possède une fréquence qui est bien sûr propre au message nerveux, propre à l'excitation. D'accord? Là, la fréquence, on l'appelle aussi, c'est en Hz. C'est l'équivalent de 40 Hz. 40 Hz, c'est la fréquence du message nerveux. Alors, plus la stimulation est importante et forte, plus le potentiel d'action, plus la fréquence est élevée. On peut trouver par exemple un potentiel, un message nerveux comme ça. Donc là où on a des potentiels d'action qui sont très rapprochés, donc la fréquence ici sera élevée par rapport à la fréquence du premier message. Donc plus la fréquence augmente, plus bien sûr le nombre des potentiels d'action augmente en une unité de temps, d'accord? Ça c'est un message nerveux et ça c'est un potentiel d'action. Donc le potentiel d'action, c'est un signal élémentaire d'un message nerveux. Ça c'est un train de potentiel d'action. Et bien sûr chaque potentiel d'action représente ici un wagon et l'ensemble c'est un message ou un influx nerveux. Alors, on va essayer de montrer comment on mesure l'influx nerveux, la propagation du message nerveux le long de la fibre nerveuse, d'accord? Alors, pour mesurer la propagation, pour mesurer le signal nerveux, on aura besoin d'un appareil qu'on utilise en physique, qu'on appelle l'oscilloscope, d'accord? L'oscilloscope est composé principalement des éléments suivants. Donc, nous avons ici un tube cathodique. Alors, c'est un schéma, juste un schéma. Donc, nous avons ici un écran. Et là, nous avons un tube qui est relié à l'écran. Et bien sûr, là, nous avons un canon qui va produire les électrons, qu'on appelle un canon à électrons. Un canon à électrons qui va produire les électrons. D'accord? Un canon à électrons. Donc, et à l'intérieur de ce tube, qu'on va appeler un tube cathodique, nous avons deux types de plaques. Donc, nous avons deux plaques horizontales, que je vais représenter comme ça. Donc, nous avons une plaque ici horizontale, en dessus, et en dessous, nous avons une autre plaque aussi. Donc, deux plaques horizontales comme ça, elles sont parallèles, mais elles sont horizontales, comme ça, deux plaques, comme ça. Et nous avons deux autres plaques ici qui sont verticales. Nous avons une plaque et une deuxième plaque. D'accord? Alors, comment elles sont ces deux plaques? Elles sont verticales, d'accord? Alors, on peut l'appeler ici plaque horizontale, et là, plaque verticale, D'accord. Et là, nous avons un écran qui est fluorescent, un écran fluorescent. Bien sûr, qui va réagir. Alors là, nous avons les deux axes orthonormés. Donc, là, nous avons l'axe horizontal qui va représenter le temps. Ça, c'est le temps. Et l'axe vertical, il va représenter
l'intensité le courant, l'intensité électrique ou au millivolts. Donc c'est le courant, hein, l'intensité électrique. Alors le canon électrique, il va produire un faisceau d'électrons, donc il va être dirigé par les deux plaques. D'accord? Le canon à électrons, il va produire un faisceau d'électrons. Ce faisceau, il va tout d'abord passer entre ces deux plaques horizontales. Bien sûr, ces deux plaques, elles sont polarisées. D'accord? Elles sont polarisées. Une plaque chargée, une plaque négative, une plaque positive. Donc, nous avons l'anode, par exemple, ça c'est les plaques négatives. Par exemple, ça c'est moins et ça c'est plus. Donc ça va être ici l'anode. Et ça c'est la cathode et ça c'est l'anode. D'accord? Là, l'anode et ça c'est la cathode. Alors, quand les électrons vont passer entre ces deux plaques, alors là, puisque les électrons sont chargés négativement, donc, alors ils vont dévier. Donc, ces deux plaques, ils vont entraîner une déviation des électrons vers la plaque positive. Parce qu'ils sont chargés positivement, ils vont dévier vers la plaque positive. Mais quand ils vont passer entre ces deux plaques verticales, aussi, ils vont dévier vers la plaque positive. Donc, ils sont dirigés par ces deux types de plaques, horizontales et verticales. Et après, ils vont taper sur l'écran fluorescent, se forme ce qu'on appelle un spot lumineux. Un spot lumineux, donc, se forme d'un signal. D'accord? Un signal élémentaire, par exemple, ici. Là, on va l'appeler un spot, c'est un potentiel d'action. Là, on va l'appeler un spot lumineux. Ça, en général, le mode de fonctionnement ou le principe de fonctionnement de ce qu'on appelle un oscilloscope cathodique. Cathodique, d'accord? Alors, pour mesurer l'excitabilité et la conductibilité de la fibre nerveuse, on aura besoin de l'oscilloscope cathodique. Alors comment on va faire? Alors on va étudier l'enregistrement de la propagation de l'influx nerveux. Donc le premier cas qu'on va étudier, c'est cas 1, sans stimulation. Donc on va pas stimuler le nerf, on va essayer de mesurer bien sûr l'enregistrement sur l'oscilloscope, sans stimulation. Alors, pour faire l'enregistrement, on aura besoin d'une cuve. Alors, on aura besoin d'un oscilloscope cathodique et aussi d'une cuve qu'on appelle une cuve à nerfs. Alors, dans le cuve, on va mettre une fibre nerveuse. Alors, je vais placer ici la fibre nerveuse. Hein? Donc, la fibre nerveuse, on va la placer dans la cuve qui contient, ça c'est une cuve. Qu'est-ce qu'il contient? La cuve, elle contient à l'intérieur un liquide physiologique. Un liquide physiologique pour que, bien sûr, le nerf ou la fibre nerveuse reste bien sûr fonctionnel. Liquide physiologique. Un liquide physiologique qui est isotonique. Isotonique pour ne pas influencer la différence de concentration entre le milieu intérieur de la fibre nerveuse et le milieu extérieur, là où il y a la fibre nerveuse. D'accord? Pardon? Alors, puis, on va bien sûr placer deux électrodes, ce qu'on appelle les électrodes réceptrices, à la surface du nerf. D'accord? Alors, tout d'abord, on va commencer par placer donc l'électrode qu'on va l'appeler électrode R1, l'électrode réceptrice R1 à la surface, et aussi R2 à la surface. Donc, je vais placer les deux électrodes réceptrices à la surface de la fibre nerveuse. Et ces deux électrodes réceptrices, je vais les relier à l'écran de l'oscilloscope. Je vais placer l'écran ici, tout simplement. D'accord? Je vais, bien sûr, me servir seulement de l'écran et des deux plaques, parce qu'on va juste considérer l'oscilloscope qui est
comme elle est constituée seulement de ces deux plaques horizontales et aussi de l'écran. Donc les deux plaques, ils sont là. Donc, pardon. Alors nous avons là la plaque horizontale ici, et la deuxième plaque qui est là. D'accord? Alors je vais relier les deux. Alors, l'électrode réceptrice R1, je vais le relier à la plaque en haut, et l'autre électrode réceptrice vers la plaque en bas. D'accord? Et là, nous avons les deux axes, bien sûr, qui représentent le temps, et ça, elle représente l'intensité en millivolts. Alors, quand on place les deux électrodes réceptrices à la surface de la fibre nerveuse, qu'est-ce qu'on enregistre sur l'écran de l'oscilloscope? On n'enregistre rien, parce que, alors, puisqu'on enregistre rien, pourquoi? Parce que les deux électrodes, il n'y a pas de différence entre les deux électrodes, ils sont placés à la surface, les deux à la surface de la fibre nerveuse, donc il n'y a pas de différence. Donc, puisqu'on enregistre ici, alors on obtient, donc, ça, hein, un spot de 0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Après, on introduit la microélectrode R2 à l'intérieur de la fibre nerveuse. Donc, c'est une microélectrode, elle est très petite. On peut l'introduire à l'intérieur du nerf, à l'intérieur de la fibre nerveuse. Alors, quand on introduit la microélectrode R2 à l'intérieur de la fibre nerveuse, qu'est-ce qu'on enregistre sur l'écran de l'oscilloscope? On enregistre un signal, comme ça. Donc là, je vais appeler O, ça je vais appeler A, et ça B, et ça C. Alors, je répète. Quand on a placé les deux électrodes réceptrices à la surface de la fibre nerveuse, on a obtenu l'enregistrement OA sur bien sûr l'écran de l'oscilloscope. D'accord? Et lorsqu'on a introduit l'électrode réceptrice R2 à l'intérieur de la fibre et on a laissé R1 à la surface de la fibre, le spot lumineux ou le spot d'électron, on peut l'appeler spot d'électron, le spot d'électron est dévié vers le bas. C'est-à-dire quoi qu'il est dévié vers le bas? Il est dévié vers la plaque plus. D'accord? Ça c'est une plaque plus et ça c'est une plaque moins. Alors on sait que les électrons ils sont chargés négativement. Alors ils ont dévié vers la plaque plus, c'est-à-dire que l'intérieur, alors la plus, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, nous avons, là pardon ici c'est moins, plus. Alors plus, très bien. Donc le faisceau d'électrons est dévié vers la plaque moins. Ça veut dire que l'intérieur, pardon. Alors, puisque le spot lumineux a dévié, ou le faisceau d'électrons a dévié vers le bas, donc c'est moins 70 millivolts, ça veut dire que l'intérieur de la fibre est négatif, d'accord? Et l'intérieur est négatif, alors que l'extérieur est positif. L'extérieur est positif et l'intérieur de la fibre nerveuse est négatif. D'accord? Ça veut dire que la fibre nerveuse, au repos, elle est polarisée. Donc on peut schématiser une fibre nerveuse comme ça. Donc dans l'extérieur est chargé positivement, alors que l'intérieur est chargé négativement. D'accord? Parce que juste lorsqu'on a introduit, au début, lorsqu'on a mis les deux électrodes à la surface de la fibre, on n'a rien enregistré sur l'écran, sur l'oscillogramme, sur l'écran de l'oscilloscope, mais lorsqu'on a introduit l'électrode R2 à l'intérieur de la fibre, on a remarqué une déviation du faisceau d'électrons vers moins 70 millivolts. Ça veut dire qu'il y a une différence de potentiel entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, entre l'intérieur de la fibre et l'extérieur. L'intérieur est chargé négativement parce que le faisceau est dévié vers moins, donc l'intérieur c'est moins, et la surface de la fibre est chargée positivement. D'accord? Ça c'est
au repos. Alors je répète. Quand on a placé les deux électrodes réceptrices à la surface de la fibre nerveuse, on a enregistré le signal OA, ou l'enregistrement OA. C'est 0. Il n'y a pas de différence entre l'électrode R1 et R2, parce qu'ils sont placés les deux à la surface de la fibre nerveuse. Mais lorsqu'on a introduit R2 et on a laissé R1 à la surface, on a remarqué une déviation du faisceau d'électrons vers moins 70 millivolts. Ça veut dire qu'il y a une différence de potentiel entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Une différence de charge. Puisqu'il est dévié vers le bas, vers moins, ça veut dire que l'intérieur est moins. Donc l'intérieur de la fibre nerveuse, ça c'est une fibre nerveuse, donc c'est une fibre. Donc l'intérieur est chargé. Donc l'intérieur est chargé toujours négatif et l'extérieur de la fibre est chargé positif. C'est bon? Alors ce potentiel qu'on obtient, et bien sûr sans stimulation, on n'a rien fait. On a juste mesuré la différence de potentiel entre le milieu extérieur et le milieu intérieur sans faire aucune stimulation. Donc la fibre nerveuse dans ce cas, elle est au repos. Et l'enregistrement qu'on obtient, elle s'appelle le potentiel de repos. D'accord? Le potentiel de repos, c'est l'enregistrement qu'on obtient sans stimulation du nerf. Ça veut dire sans stimuler le nerf, la fibre nerveuse, elle présente déjà une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Et qui dit différence de potentiel, ça veut dire un courant électrique qui peut être généré à partir, bien sûr, de cette différence de potentiel entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Cette différence de potentiel est de l'ordre de moins 70 millivolts. D'accord? Alors, on va passer à la deuxième cas. Alors, dans ce cas, on va réaliser après une stimulation. D'accord? C'est cas 2. Après une stimulation, donc cas 2. Donc maintenant, on va stimuler la fibre nerveuse. Après une stimulation, donc stimulation, les deux électrodes R1 et R2 à la surface. C'est-à-dire les deux électrodes, ils sont placés à la surface